bienvenue à la Galerie 2016. Je suis assez fière de pouvoir organiser cette rencontre entre Walter Tschopp et Nicolas Marcone. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons pris l'habitude depuis un certain nombre d'années déjà au musée de Neuchâtel et maintenant ici de dialoguer devant les œuvres d'art, et ce de manière collective. Le degré de collectivisme, mesdames et messieurs, dépendra de vous. La dernière fois, il y a à peine un mois, que nous avions fait le même exercice de dialogue avec Jean-Michel Jacquet, la participation du public était formidable, c'était devenu un véritable colloque artistico-scientifique autour de l'œuvre de Jean-Michel Jacquet. C'est comme ça, au fond, que ça doit être. J'ai une petite longueur d'avance sur vous à cause de mon métier et de mon expérience, et tout, ça s'arrête là. Tout le reste, on a ici réuni dans cette salle un énorme savoir collectif. Et chacun a des choses à apporter dans ce genre de circonstances. Et vous savez, c'est toujours là. Dès qu'il y a une personne qui s'est lancée, ensuite les autres viennent. Et puis on peut commencer à discuter ensemble autour de l'artiste. C'est lui qui est au centre de cette affaire, pas moi. Moi, je suis juste là pour créer des ponts, créer des petites passerelles entre vous. C'est lui et évidemment son art. Vous voyez, cette triangulation entre vous, les œuvres et l'artiste lui-même. Moi, je suis le passeur dans cette affaire. Évidemment que si je suis là, c'est parce que j'aime ce travail. Je possède, je peux le dire avec modestie, plusieurs œuvres de lui dans ma collection personnelle. Et donc, je suis évidemment convaincu de l'intérêt et de l'importance de ta personne et du message que tu portes en toi. Aujourd'hui, c'est le grand retour de la figuration, donc tu n'es plus aussi décalé par rapport à l'évolution artistique qu'il y a 10 ans, on va dire comme ça. Hein. Je veux dire, et avec beaucoup de courage, tu l'as fait. Cette traversée du désert, tout le monde était parti dans tous les isthmes. Et toi, tu as fait ton chemin, et avec beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Et aujourd'hui, tu te retrouves, au fond, dans une sorte de modernité que tu n'as pas cherché. Non, je n'ai pas cherché. Le temps m'a un peu rattrapé, d'une certaine Voilà. manière. C'est le chant des prisonniers. C'est une merveilleuse métaphore parce que vous ne pouvez pas enfermer le son. Ça, c'est formidable. Vous pouvez enfermer les gens. Vous pouvez les empêcher d'être, que ce soit politiquement ou criminellement, de faire des dégâts, mais vous ne pouvez pas enfermer leur voix. Donc la liberté du son, vous ne pouvez pas l'enfermer. Et donc, vous voyez, derrière cette présentation très sympathique, on va dire, hein, d'oiseaux dans leur cage, ben voilà, c'est des oiseaux qui sont cloisonnés, qui sont enfermés. Et le titre, c'est le titre qui m'a aidé à faire ce pas de plus, le chant qui permet de sortir ça. Moi, je suis parti de l'idée que j'avais beaucoup de peine avec j'ai toujours eu beaucoup de peine avec les oiseaux en cage, parce que ça m'a toujours paru une espèce de métaphore absolue de la cruauté humaine. Je me suis toujours dit que si les hommes sont capables de mettre en cage des oiseaux, qui par définition sont l'expression même de la liberté, puisqu'ils doivent pouvoir voler partout, si l'homme est capable de mettre en prison des oiseaux pour juste les entendre chanter, il doit être capable vraiment de tout. Ils sont enfermés pour leur chant, on les met en prison rien que pour écouter leur chant. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, le paradoxe de la vie, parce que généralement, quand on les met en prison, on aime les entendre chanter, et c'est vraiment paradoxal, parce qu'au fond, c'est des choses, c'est des petits êtres qu'on a mis en prison, et on se délecte du chant. Mais en même temps, on ne voit pas du tout la cruauté qu'il y a à les faire chanter comme ça. Et on est tout heureux de les entendre chanter, et on se dit, mais c'est fou ce que c'est joli, les oiseaux qui chantent, c'est fou ce que c'est sympathique. Et on le voit, et tout ça masque notre propre cruauté tout le temps. Et c'est un peu ça qui a déclenché un peu l'idée du tableau. J'aurais juste une question par rapport au titre. Parce que c'est vrai que le titre permet d'interpréter, comme vous l'avez fait, puis en même temps, est-ce que ça limite pas la liberté d'interprétation? On ne peut plus interpréter autrement? Ben moi, je l'ai d'abord regardé, photographié, tourné autour sans regarder le titre.
Et je me suis dit, il y a quelque chose qui est bizarre dans ce tableau. Parce que dans un premier temps, j'avais c'est un tableau, tout ce qui est plus positif. Ici, il est très sympathique. On présente des oiseaux. D'ailleurs, c'est très sympathique quand on les entend un tout petit peu, comme ils sont ensemble, ici, chacun en groupe ou seul, etc. Tout va bien. Mais une sorte de situation étrange. Je me suis dit, il y a un malaise, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à creuser un peu. Ça ne se voit pas tout de suite. Et puis lui, justement, il est le maître de ça. Il n'est jamais démonstratif. Vous allez le voir. C'est le maître de l'allusif. C'est toujours par petites allusions que... Enfin, c'est ma façon, encore une fois, de le voir. On peut pas... On est ce qu'on est. Moi, je suis un être profondément politisé aussi dans le monde de l'art. Moi, je suis complètement dans le monde de l'art. Je ne fais pas de politique, mais je considère que la politique et l'art vont ensemble. L'art est toujours politique, d'une certaine façon. Maintenant, la peinture juste à côté, là où il y a ça, c'est une peinture assez terrible. Cette jeune fille on a l'impression qu'elle est pleine de joie, elle saute, c'est le jeu de la barrelle, vous voyez, pourtant cette ombre très menaçante. Et puis qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? Un serpent. C'est la dangerosité de la jeunesse, c'est les dangers de la vie, c'est tout ça, quoi. Enfin, je ne sais pas. Oui, oui. C'est ça, mais là aussi, c'est l'idée du jeu qui est de nouveau une métaphore. Il y a toujours un peu des allusions derrière les images qui sont comme ça un petit peu légères, mais qui, quand on y réfléchit bien, on se dit, mais d'ailleurs, la marque, bon là je l'ai dessiné en forme de spirale, le dessin de la marelle. Oui, en plus, oui. Et c'est un petit peu, alors ça renvoie peut-être à l'idée du serpent, mais ça renvoie aussi à l'idée de la vie. Pour moi, la marelle, c'est la vie. C'est-à-dire, on avance les cases, on jette le caillou, des fois on tombe à côté, des fois ça va dedans, on essaye d'avancer, des fois on est obligé de reculer, des fois on perd l'équilibre, et c'est un petit peu tout ça qui... Mais là, elle s'enferme, elle est en train de s'enfermer. Oui, aussi, oui. Et puis, effectivement, il y a cette ombre bizarre par terre, là. Mais des fois, les choses arrivent aussi un petit peu comme ça par hasard, parce que cette ombre, elle n'était pas prévue au départ. Et puis, elle avait l'air un petit peu trop en l'air, trop volant, comme ça, et je l'ai un petit peu appesanti avec cette ombre, je l'ai lesté, en fait. Et tout à coup, c'est devenu, effectivement, un peu plus menaçant. Ça s'appelle sphère. L'idée autour de laquelle j'ai tourné pendant un moment et autour de laquelle je tourne encore, c'est de laisser la place au spectateur, en fait. C'était ça l'idée. C'est-à-dire décrire suffisamment précisément un endroit et ensuite, quand le spectateur a réalisé à peu près de quoi il s'agit, de lui laisser compléter le tableau, en fait. C'était un petit peu ça l'idée. De lui laisser la place d'imaginer, de compléter, éventuellement de rajouter des choses qui n'existent pas forcément dans l'image. Et au fond, c'est un peu une façon d'inviter le spectateur à ça, à méditer, c'est-à-dire à entrer dans le tableau et à le compléter, et à faire le même travail que moi, à le faire avec moi, d'une certaine manière. Et ça nécessite qu'on s'arrête, qu'on essaye de déchiffrer, de lire, d'attendre, parfois même de ne pas comprendre, parfois même de s'ennuyer, parfois même d'hésiter, de ne pas être sûr. Enfin bref, tous ces sentiments-là qu'on peut avoir devant une image font partie justement de la méditation. C'est-à-dire, au fond, où est-ce qu'on va et avec qui dans cette affaire? Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé dans la peinture et qui, je crois, est vraiment très spécifique à la peinture. On peut suspendre complètement le temps. On peut mettre entre parenthèses complètement le temps, c'est un peu ça la méditation, et s'arrêter dessus. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé, je me suis dit, mais il fait quoi ce coin ici? C'est quoi cette histoire? Je pensais qu'on était dans une sorte de néant. Eh bien non, on est juste dans l'espace de ce meuble. Là aussi, vous avez ce même espace. C'est juste la paroi qui est derrière. Mais alors, ils nous produisent cette chose par-dessus qui entoure cette sphère comme si c'était la boule de cristal qui nous permet de rentrer dans tous les fantasmes que tu appelles la méditation. Oui. Alors là, c'est particulièrement abstrait presque, hein, parce que c'est une installation géométrique avec une boule
d'ailleurs que j'ai chez moi, hein, une boule en bois, que j'ai chez moi. Mais effectivement, c'est assez proche d'une abstraction qui est censée un peu amener justement à cette méditation, c'est-à-dire les choses sont tellement à peine esquissées, à peine indiquées, qu'on est obligé quand même d'entrer en tant que spectateur et commencer à se dire mais où on est, qu'est-ce qu'on nous raconte comme histoire, qu'est-ce qui est présenté. Et c'est un petit peu ça. Et en même temps, c'est juste un très beau, très joli bout de peinture, quoi. De l'art pour l'art. C'est pas à moi de le dire, mais... Donc on est entre le message assez fondamental et assez fort d'un côté et l'art pour l'art de l'autre. Encore un paradoxe. Il y a toujours des dualismes chez Marcon qui sont une dialectique entre deux pôles. À l'intérieur de laquelle la peinture se situe. D'ailleurs, vous l'avez ici aussi. Moi, je ne me suis pas particulièrement intéressé à ce petit bout de peinture-là. Vous avez cette sphère splendide qui est peinte avec maestria parfaitement réaliste. Regardez dessous. Ce meuble qui est pourtant très beau ici. Mais c'est quoi cette finition dégueulasse au fond ici hein? Il nous promène, ce garçon. Regardez ici, c'est comme un bout de panette de peintre. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien de réaliste, évidemment. Il s'amuse intelligemment, et picturalement parlant, avec vous. Puis d'un coup, là, vous avez ici la tranche, vous l'avez c'est un vert véronèse clair. Il nous promène partout. Alors ça aussi, c'est une des choses qui me plaît beaucoup dans la peinture, c'est que on peut prendre des choses vraiment très insignifiantes. Alors, souvent, les sujets de mes tableaux sont très, très modestes. Hein. C'est très, très humble. Je ne parle pas de choses apparemment très compliquées. Mais il y a des choses très, très humbles qui, par la magie de la peinture, peuvent devenir absolument fastueuses. Vraiment impériales. Moi, je trouve des choses... Ça peut être des choses très, très simples... des tâches en contraste avec des formes très géométriques. Et juste cette espèce de jeu, de contraste formel, tout à coup donne des dimensions extraordinaires. Moi, j'ai trouvé pour moi le terme jubilatoire. Oui. Tu jubiles, voilà, en peignant comme ça. Vous avez sorti plusieurs fois le mot spectateur. Quand vous travaillez, vous pensez au spectateur? Non, pas quand je travaille. J'y pense, comment dire, quand je me pose des questions, mais c'est pas pendant que je travaille, quand je me pose des questions sur mon travail. C'est-à-dire, à un moment donné, je me dis, effectivement, par exemple, je suis parti de l'idée que je voulais que le spectateur, que les gens qui regardent ma peinture entrent dans cette démarche de la méditation, de l'attente devant une image, devant un tableau. À ce moment-là, je me pose la question et je me dis, comment je fais pour faire ça? Au début, assez voilà. Au début. Et après, quand je fais, je ne me pose plus la question. J'entre dans un sujet, je le réalise, j'essaye d'appliquer une solution et je ne me pose plus la question du spectateur. Et là, vous avez dit, on cherche. Vous vous rappelez, au début, vous avez dit, on cherche. Vous avez cherché quoi? Vous avez cherché comment on présente l'idée, comment je peux présenter quelque chose de beau, quelque chose de joli. C'était ça, l'idée de comment faire? Non, l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une métaphore sur le travail du peintre. Les peintres ou les artistes, hein, de façon générale, on se pose toujours la question de faire quelque chose le plus beau possible, pour parler simple. Et au fond, à force de vouloir, de chercher ça, ça devient un travail presque pénible. Beaucoup de gens se disent, les peintres, les musiciens, ah mais quelle belle vie ils ont finalement. Quand ils sont devant un tableau, ils doivent vraiment jubiler de façon absolument extraordinaire, parce que c'est tellement une expression libre, etc. Et en fait, non, pas du tout. C'est très très compliqué, et il y a une part de souffrance aussi. Par exemple,
on commence quelque chose et on se dit, bon ok, je pourrais changer ça, je pourrais faire ça, je pourrais transformer ceci, ou enlever ceci, ajouter cela, etc. Et très très vite, on est pris dans une espèce de terreur totale parce qu'on se dit, mais et si je change? Peut-être que ce qui me semble maintenant réussi va complètement disparaître et ça va être un échec. Nous allons passer sans nous arrêter devant un tableau qui est juste derrière l'épaule droite de Nicolas, pas celui du bas mais celui du haut. C'est un couteau de peintre. Oui. Oui, il dit ça comme ça. Parce qu'il faut savoir que le couteau du peintre, c'est évidemment le symbole par excellence, c'est un manifeste sur la peinture. C'est avec ça qu'il fait tout ça. Chaque fois qu'il y a des aplats à faire, chaque fois qu'il y a des choses à gratter, c'est un instrument d'ailleurs extrêmement dangereux. Savez-vous seulement que Léopold Robert, le très grand peintre neuchâtelois, s'est donné la mort à Venise en 1835 à 6 h du matin avec un couteau comme ça. Donc c'est un instrument dangereux. Paysage du Nord, ça s'appelle. Pourquoi Paysage du Nord? Oh, bah parce qu'il y a cette retenue, justement. C'est un petit peu... La retenue nordique. Oui. Et puis les choses sont bien rangées. Et puis il y a cet immense ciel, cette immense plaine. D'après le rythme des piliers, le prochain pilier devrait être là. Hein? Bon, il n'y est pas, il y a juste une chose à appuyer, et le mur continue. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'histoire? Bien sûr, ça fait penser au mur de Berlin, mais de façon peut-être plus neutre. Ce à quoi je pensais moi, c'était le mur qui cache et révèle en même temps la route et les arbres qui sont derrière. C'est ça. Évidemment, ça renvoie à Baudelaire, le spleen de Paris. C'est un recueil de Baudelaire. Quand on lit les petits textes, on s'aperçoit que le sujet qui est derrière, qui est en filigrane de tout ça, c'est la ville. C'est la ville moderne. C'est le premier qui transforme un sujet qui n'était pas digne de poésie, la ville, l'urbanité, l'urbanisme, la ville dans les grandes cités modernes, comme un sujet poétique. Jusque-là, le romantisme, c'était la poésie, c'était la nature, c'était pas la ville. La ville, elle était comme repoussoir de la nature. C'était vraiment une horreur totale, la ville. C'était la vieille idée de Rousseau. On est bon en nature, et on devient mauvais par la culture, par la civilisation, par la ville, qui est le centre de la civilisation. Et Baudelaire renverse en fait la chose, et c'est la ville qui devient un sujet poétique. Mais il dit bien que c'est à la fois un monstre, la ville, c'est-à-dire que c'est en même temps quelque chose de positif et de négatif. Alors il y a un texte qui m'a beaucoup plu dans ce recueil, où il parle du crépuscule qui descend sur la ville, et il dit que le crépuscule est toujours quelque chose de terrifiant dans les villes, et qu'il a deux amis qui sont devenus fous à cause du crépuscule. Un de ses amis ne reconnaissait plus ni sa femme ni ses enfants quand le crépuscule tombait. Il raconte cette histoire incroyable. Et à la fin du texte, il dit, pour moi, c'est tout à fait différent. Quand la nuit descend sur la ville, je me sens enfin libéré, je baigne dans une ténèbre liquide. C'est quelque chose dans ce genre. Je ne me souviens plus tout à fait le texte exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc voilà, j'ai essayé un petit peu de recréer cette ville qui est à la fois une sorte de capitale de la lumière et de la ténèbre. C'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire la ville qui est à la fois le lieu de toutes les splendeurs et en même temps de toutes les horreurs aussi. Pourtant, on n'y voit pas âme qui vive. Non. Non, il n'y a pas âme qui vive parce que, en fait, l'angle de vision, la prise de vue est tellement lointain, tellement
panoramique que c'est difficile de voir les choses en détail. Mais Pourquoi, oui, pardon. oui, non. Pourquoi tu lui fais tellement violence dans la perspective, par exemple, ici? La perspective ici de ce fleuve qui, en réalité, s'élargirait énormément, puisque il n'est pas soumis à la loi de la perspective linéaire à laquelle tu soumets tout le reste. C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est-à-dire que là aussi, c'est un petit peu les choses qui viennent de la peinture métaphysique, c'est-à-dire les espaces, enfin ici aussi, l'espace est un petit peu un espace rêvé, c'est pas un espace tout à fait réel, c'est pas une ville réelle, c'est une ville totalement imaginaire, mais c'est une ville imaginaire qui doit essayer de rendre un petit peu à la fois ce côté étrange, dramatique de la ville, de la vie en cité, et de la gloire un peu aussi lumineuse des villes. C'est un petit peu... Donc il y a un peu de Rome là-dedans. Il y a un petit peu de Rome, mais il y a un petit peu aussi de Paris, il y a un petit peu de toutes les villes qui sont à la fois monstrueuses et attirantes. C'est un peu ça. Donc c'est une grande vision assez si je dis un peu fantasmagorique comme ça, tu acceptes le terme? Oui, oui, tout à fait. Avec ce ciel pesante. Oui, oui, parce qu'il y a ces deux choses, c'est-à-dire il y a à la fois ce qu'il y a dans le texte de Baudelaire, sans que ce soit pour autant une retranscription de Baudelaire, il y a la lumière et l'ombre, c'est-à-dire... Ben, merci mesdames et messieurs de votre assistance et à la prochaine.